La Terre est âgée de 4,5 milliards d'années, et pourtant elle reste en constante évolution. Dérive des continents, éruptions volcaniques, avancée et recul des glaciers. La surface de la Terre se façonne avec une infinie variété, et les mystères géologiques sont légion. L'eau est une des forces les plus prodigieuses de la planète. Elle est source de vie et instrument de mort. Symbole de purification et de renouveau, elle peut aussi dévaster des régions entières. Et quand elle prend la forme d'un tsunami, elle déferle sur Terre comme une vague titanesque, détruisant tout sur son passage. Jusqu'à récemment, il était impossible de prédire quand ces cataclysmes allaient frapper. Mais les chercheurs commencent à décrypter leur fonctionnement. Ils se sont appuyés sur des sources d'informations très variées. Textes japonais anciens, études de glissement de terrain, analyse de récifs coralliens et examen du littoral du nord-ouest Pacifique. Peu à peu, les tsunamis livrent leurs secrets. Le tsunami est un des phénomènes naturels les plus destructeurs qui soient. Des vagues d'une vitesse redoutable se forment et traversent les océans en quelques heures seulement. Et quand elles s'abattent sur Terre, rien ne leur résiste. On n'imagine pas que de l'eau puisse faire autant de dégâts en s'engouffrant dans les terres. Mais elle déferle très rapidement et emporte tout sur son passage. Les débris déplacés par les flux et reflux font autant, voire plus de dégâts que l'eau elle-même. Après la première vague, les trompes d'eau continuent de se déverser. L'une des caractéristiques d'un tsunami, c'est sa persistance. On a l'impression que cela ne s'arrêtera jamais. Non seulement la puissance déployée est colossale, mais en plus, elle semble s'abattre sans fin. Les tsunamis dévastent la Terre depuis des milliards d'années. À l'aube des temps, la Lune se trouvait beaucoup plus près de notre planète. Sa force d'attraction gravitationnelle étant plus forte, elle générait des vagues titanesques de 800 mètres de haut à travers les océans primitifs. Les tsunamis restent une menace redoutable pour les zones côtières du monde entier. Les tsunamis sont des phénomènes naturels. Ils surviennent de façon inexorable. C'est parce que les populations humaines sont de plus en plus denses, notamment sur les côtes, que nous sommes davantage exposés aux tsunamis. Notre enquête sur les origines de ces vagues monstrueuses nous mène au Japon. C'est le pays dont les côtes sont le plus fréquemment frappées par les tsunamis. Le terme tsunami est d'ailleurs d'origine japonaise. Il signifie littéralement « vague portuaire ». Les archives japonaises en la matière sont les plus anciennes du monde. Les premiers textes remontent à 680 après Jésus-Christ. D'après ces documents, le Japon aurait essuyé le passage d'un tsunami presque tous les 7 ans. Les écrits de samouraïs nous apprennent que les habitants du littoral couraient se réfugier sur les hauteurs au moindre tremblement de terre. Ils savaient que cela annonçait la venue imminente d'une vague destructrice. Malgré toutes leurs précautions et leurs efforts, la mort et la destruction ne cessèrent de s'abattre sur leurs côtes. En 1896, le mur d'eau qui ravage le port d'Honshu, au nord-est du pays, fait 27 000 morts. En 1933, le phénomène se répète. 3 000 personnes sont emportées par les eaux.
En 1993, l'île d'Okushiri est secouée par un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter. Les bâtiments s'effondrent et les incendies font rage. Mais le pire reste à venir. Quelques minutes après les secousses, une immense crête écumeuse barre l'horizon. Quand la vague déferle dans les terres, elle abat toutes les constructions encore debout. D'après leurs expériences, les Japonais savent qu'il y a un lien entre les tremblements de terre et les tsunamis. Il existe un autre endroit régulièrement touché par de tels cataclysmes, l'archipel d'Hawaï. Mais là, les tsunamis ne sont généralement pas précédés par des secousses sismiques. La ville d'Hilo, sur l'île principale, a été surnommée « capitale mondiale des tsunamis ». Des douzaines d'ondes dévastatrices ont frappé ces îles. Qu'est-ce qui les génère ? Sans signe annonciateur du danger, les habitants d'Hawaï doivent se fier au dispositif d'alerte. Une station de surveillance des tsunamis a été implantée en 1949. C'est la plus importante du monde. Elle mesure l'activité sismique au niveau de l'océan Pacifique grâce à un système de bouées muni de capteurs. En 1960, les chercheurs vont faire une découverte déterminante sur les causes possibles des tsunamis d'Hawaï. Des secousses ébranlent les côtes chiliennes. C'est le séisme le plus violent de tous les temps, de magnitude 9,5 sur l'échelle de Richter. Il génère un tsunami qui traverse l'océan Pacifique en seulement quelques heures. L'archipel d'Hawaï, à des milliers de kilomètres de là, se trouve sur son passage. La station de surveillance mesure la propagation du tsunami. Elle révèle alors qu'une même vague peut parcourir des distances prodigieuses. Le système d'alerte mis en place est efficace. Les populations les plus exposées sont évacuées à temps. Malheureusement, les habitations sont rasées. À Hilo, l'impact est tel qu'il plie les parcs-mètres en deux. Le tsunami balaye Hawaï et poursuit sa course jusqu'au Japon sans perdre un iota de sa puissance. Il entraîne 2000 morts et occasionne des millions d'euros de dégâts dans le Pacifique. Ce sinistre événement marque un tournant crucial dans l'étude des tsunamis. C'est la première fois que les chercheurs peuvent mesurer avec précision le rapport entre la magnitude d'un séisme sous-marin et la taille d'un tsunami. Ils détiennent aussi la preuve qu'un même tsunami peut frapper aux quatre coins d'un océan. Le tremblement de terre au large du Chili a montré que les mouvements sous-marins associés au tremblement de terre ont des conséquences titanesques. Les scientifiques peuvent désormais prouver ce que les Japonais ont depuis toujours pressenti. Les tremblements de terre sous-marins sont la cause directe des tsunamis. Celui de 1960 marque le début d'une ère nouvelle dans leurs recherches. Le tremblement de terre au Chili était un événement providentiel, dans la mesure où il a permis aux géophysiciens de lier différents phénomènes. Il marque la naissance d'une discipline scientifique qui a moins de 50 ans. La majorité des tsunamis survient dans l'océan Pacifique. En 2004, personne ne s'attend à ce que l'un des tsunamis les plus violents jamais enregistrés frappe l'océan Indien. Le 26 décembre 2004, l'Indonésie est secouée par un séisme extrêmement violent, mesuré à 9,2 sur l'échelle de Richter. Quelques minutes plus tard, une vague de 27 mètres de haut s'abat sur le littoral de l'Asie du Sud-Est. 225 000 hommes, femmes et enfants y perdent la vie. Le tremblement de terre en Indonésie a libéré plus d'énergie que les États-Unis n'en consomment en un an. Toute cette énergie s'est déployée en quelques secondes. Une fois encore,
la Terre a rappelé que des forces titanesques étaient à l'œuvre en son sein. Cela fait maintenant une cinquantaine d'années que les scientifiques ont établi un lien de cause à effet entre les tremblements de terre et les tsunamis. En mesurant les secousses de 1960, ils ont pu prouver que le séisme avait généré des vagues gigantesques déferlant à travers l'océan Pacifique. En suivant la trajectoire de propagation du tsunami, ils ont montré qu'il pouvait parcourir des milliers de kilomètres. Pour surveiller l'activité sismique qui a occasionné autant de dégâts, il faut sonder les profondeurs de la Terre. Ce n'est qu'en étudiant les forces qui déclenchent ces vagues monstrueuses que l'on sera en mesure de prédire quand et où elles vont frapper à nouveau. Ces images prises en 2004 après le passage du tsunami dans l'océan Indien montrent l'étendue des dommages. Personne ne s'imagine qu'un événement semblable peut arriver dans le nord-ouest Pacifique. Mais le professeur Brian Atwater n'est pas du même avis. La tradition orale des premiers Amérindiens fait état de vagues gigantesques ayant déferlé dans les terres. Atwater pense qu'il s'agit de tsunamis. Selon lui, de tels phénomènes ont déjà ravagé le littoral du nord-ouest Pacifique et ils présentent toujours une menace pour les nombreux habitants de ces côtes. Pour vérifier sa théorie, il doit trouver des traces du passage de vagues géantes. Et pour s'assurer qu'il est bien question de tsunami, il doit également prouver qu'il y a eu un tremblement de terre. Son enquête commence au bord de la rivière Coppalis, dans l'État de Washington, à quelques kilomètres des longues plages de sable prisées des touristes. Les berges de cet estuaire renferment des millénaires d'histoire. Un scientifique doit parfois retrousser ses manches et plonger ses mains dans la boue. Les efforts d'Atwater sont payants. Il a fait une bonne pioche. J'ai trouvé l'indice que je cherchais. Voici une entaille caractéristique du passage d'un tsunami. L'eau dépose une couche de sable qui, au fil du temps, va apparaître en creux sur les flancs. Le courant et les vagues vont déloger les grains de sable, mais pas la couche de boue au-dessus. Pour atteindre la couche de sable déposée loin dans les terres par le tsunami, Atwater doit creuser davantage. On voit enfin le sable. Un tsunami expliquerait sa présence ici. Pour s'en assurer, Atwater poursuit son enquête. Il cherche les indices d'un glissement de terrain qui témoignerait d'un tremblement de terre. Il redouble d'efforts et met au jour les traces très nettes d'un séisme suivi d'un tsunami. Il découvre par la même occasion que des hommes en ont fait les frais. Nous avons ici les traces d'un effondrement de terrain et du passage d'un tsunami sur un lieu d'habitation humaine. Il s'agissait d'un campement de pêcheurs. On a ici des pierres calcinées. Elles servaient principalement à faire bouillir l'eau. C'est un campement de pêcheurs ravagé par un tsunami. Suite à l'effondrement de terrain, la marée a recouvert toute la zone et la boue a fini par enfouir le campement. Le terrain sur lequel se sont installés les pêcheurs s'est effondré durant le séisme. Le tsunami a déposé une couche de sable dans les terres. Puis, l'eau de la rivière a recouvert l'ensemble de boue, effaçant toute trace du campement. Les vagues géantes des récifs amérindiens ne sont donc pas des légendes. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer le tremblement de terre? La réponse la plus vraisemblable se trouve à 80 km de là. Il s'agit de la faille Cascadia, qui est une ligne de fracture dans la croûte terrestre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la surface de la Terre n'est pas d'un seul tenant. La lithosphère est découpée en 8 plaques majeures
et plusieurs plaques mineures. Lorsque deux plaques tectoniques se rencontrent, le phénomène de convergence peut créer une zone de subduction le long d'une faille. Les géologues ont longtemps pensé que la faille Cascadia n'est pas de nature à générer des séismes majeurs. Mais les découvertes de Brian Atwater montrent qu'au contraire, elle a été très active. Le plus inquiétant pour les habitants de la région, c'est qu'elle présente de grandes similitudes avec une autre faille très active, la faille de méga-chevauchement de Sumatra. C'est un séisme au niveau de cette faille qui a déclenché le tsunami de 2004 dans l'océan Indien et fait près de 225 000 victimes. Quand deux plaques tectoniques se rencontrent, l'une peut glisser sous l'autre. Les frictions exercées sont alors très intenses. La compression entraîne également la plaque qui est au-dessus vers le bas. C'est un processus lent qui s'étend sur des centaines, voire des milliers d'années. Les contraintes s'accumulent jusqu'à ce qu'elles se relâchent d'un coup. Le soulèvement qui survient le long de la faille va provoquer un brusque mouvement du plancher océanique qui, à son tour, va déclencher un tsunami. Ce séisme a eu des conséquences désastreuses pour deux raisons. La première, c'est son intensité, de magnitude 9,2 sur l'échelle de Richter. C'est l'un des tremblements de terre les plus violents jamais enregistrés. La seconde, c'est qu'il a eu lieu relativement près de la surface. Quand on a un séisme de méga-chevauchement, le plancher océanique est fortement secoué. Si une secousse survient profondément dans l'écorce terrestre, cela se traduit par une légère oscillation de l'eau. Mais si elle survient plus près de la surface, ou si elle est de forte intensité, elle secouera plus fortement le plancher océanique. C'est ce mouvement brusque qui engendre un tsunami. Une étude du plancher océanique après le séisme a montré une fracture de 1600 km le long de la faille, ainsi qu'un soulèvement de 18 mètres. Ce mouvement brusque a déplacé une gigantesque colonne d'eau, de quoi recouvrir l'île de Manhattan sur une hauteur de 8 km. Le rift en lui-même fait environ 1600 km. Le plancher océanique a subi une secousse sur toute cette longueur. Cela a créé une onde d'une taille phénoménale. Ce fut l'un des tsunamis les plus violents qu'il y ait eu de mémoire d'homme. Les études de Brian Atwater ont montré que le nord-ouest Pacifique n'est pas à l'abri d'une telle menace. Mais il ne veut pas alarmer les habitants de la région avant d'avoir rassemblé suffisamment de preuves pour étayer sa thèse. Il doit déterminer quand le tsunami s'est abattu sur ce littoral et si le phénomène peut se reproduire. Il commence par prélever de la terre sur les berges de la rivière Coppalis. La technique de datation par radiocarbone indique que le tremblement de terre et le tsunami ont eu lieu entre 1680 et 1720. Reste à trouver des indices qui préciseraient l'ampleur de l'événement. Jusqu'à présent, son enquête a mis au jour deux faits marquants. Un tremblement de terre dans la zone de subduction Cascadia a provoqué un effondrement de terrain, comme en témoignent les différentes couches sédimentaires. La ligne en creux dans la berge signale le passage d'un tsunami déclenché par le séisme. Mais pour l'instant, rien n'indique l'ampleur du tsunami. Atwater se trouve dans une impasse, car il ne peut déterminer quels sont les risques à venir pour la région. Contre toute attente, l'information qui va relancer son enquête se trouve à des milliers de kilomètres de là et remonte à plusieurs siècles. Le Japon possède les plus anciennes archives sur les tsunamis du monde. Des écrits de samouraïs rapportent qu'un tsunami a frappé la côte est du Japon en 1700, ravageant des villages entiers. Cet événement a depuis toujours intrigué les chercheurs japonais, car aucun tremblement de terre ne l'a précédé. N'ayant perçu aucun signe annonciateur, les habitants ne purent se mettre à l'abri sur les hauteurs. Ce phénomène est resté dans les mémoires comme un tsunami orphelin. De l'autre côté du Pacifique, Brian Atwater poursuit son enquête sur le tremblement de terre de Cascadia et sur le tsunami qu'il a engendré. Il n'a aucun moyen de déterminer l'ampleur de l'événement ou de le dater précisément.
Il sait seulement qu'il a eu lieu entre 1680 et 1720. Cette fourchette temporelle fait l'effet d'une révélation pour les géophysiciens japonais. Ce séisme serait-il à l'origine de leur tsunami orphelin? Comme ils avaient un tsunami en 1700 dont ils ne connaissaient pas l'origine, ils ont fait le lien avec notre tremblement de terre. Le séisme aurait donc eu lieu le 26 janvier 1700 précisément, et il était de magnitude 9. Un séisme capable de générer une vague qui peut traverser l'océan Pacifique jusqu'au Japon doit être au minimum de magnitude 9. Il serait donc de même ampleur que le tremblement de terre dévastateur de 2004. Or, de telles secousses déchaînent des forces colossales, capables de propager un tsunami à travers tout l'océan. Il est pratiquement impossible d'estimer la quantité d'énergie déployée. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, cela équivaut à plusieurs bombes atomiques, en fait à des centaines de fois Hiroshima. Ce qui caractérise un tsunami, ce n'est pas seulement sa taille, mais sa vitesse aussi. La longueur d'onde d'un tsunami est de plusieurs centaines de kilomètres, entre 400 et 600 généralement. La hauteur d'eau n'est pas très élevée à la base, entre 60 cm et 1 mètre. Mais la masse d'eau se déplace très rapidement. Sa vitesse étant proportionnelle à la profondeur de l'océan, plus c'est profond, plus elle augmente. En plein océan, un tsunami peut atteindre plus de 800 km/h. Bien qu'un tsunami gagne en vitesse avec la profondeur de l'océan, le phénomène est à peine perceptible en surface. Ce n'est qu'à l'approche du littoral que la vague prend de la hauteur et dévoile sa puissance destructrice. En arrivant près des côtes, la vague va progressivement ralentir. L'océan étant de moins en moins profond, elle passe de 800 à 500, puis 200 km/h et ainsi de suite. Mais à l'arrière, l'eau se déplace toujours aussi vite. Cela engendre un effet d'accumulation qui fait la force colossale des tsunamis. Vitesse et puissance expliquent comment un phénomène survenant au niveau de la faille Cascadia peut décimer des villages du littoral japonais. De la même façon, un séisme au Chili va dévaster l'archipel d'Hawaï et un tremblement de terre en Indonésie va faire 225 000 victimes dans tout l'océan Indien. Si un séisme de cette magnitude survenait à nouveau dans la zone Cascadia, le littoral du nord-ouest Pacifique serait ravagé. Pour savoir si une telle menace plane sur la région, Brian Atwater doit s'assurer que les événements cataclysmiques de chaque côté du Pacifique ont eu lieu le même jour. Il poursuit son inspection minutieuse de l'estuaire de la rivière Copalis jusqu'aux vestiges d'une forêt. Les racines de cet épicéa indiquent la présence d'une forêt, cette forêt morte de tuya géants. Avec l'affaissement de terrain lié au tremblement de terre, les arbres se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Cette forêt fantôme est constituée de troncs desséchés de tuya géants. Les arbres sont morts car l'effondrement de terrain a permis à l'eau salée d'envahir toute cette zone. À cet endroit s'élevait autrefois une forêt très dense de tuyas géants. Il n'en reste aujourd'hui que quelques troncs blanchis par le temps. Brian Atwater fait appel à un dendrologue pour déterminer quand ces arbres sont morts. La coupe transversale de ces couches révèle de nombreux secrets. Le tremblement de terre au large des côtes américaines et le tsunami orphelin qui a frappé le Japon ont eu lieu le même jour, en janvier 1700. Les choses sont bien faites. Là où il n'y a pas de traces écrites des événements passés, la nature nous fournit des témoignages tout aussi fiables. Puisque les deux événements sont liés, le tremblement de terre de Cascadia ne pouvait être que de magnitude supérieure ou égale à 9. Malheureusement, ce séisme n'est pas un phénomène isolé. Atwater pense avoir trouvé la preuve qu'une série de tsunamis s'est abattue ici au cours des 5000 dernières années. Chaque couche de sable indique le passage d'une vague géante.
J'ai répertorié à certains endroits 9 strates sédimentaires sur une colonne de 6 mètres de profondeur. Certaines étaient séparées par une mince couche de sable. La question n'est pas de savoir s'il y a eu des tsunamis, mais quand ils ont frappé. Les recherches de Brian Atwater ont permis d'alerter les autorités sur les risques de tsunami. Toutes les villes côtières de l'État de Washington sont désormais prêtes à affronter le pire. Si un violent tremblement de terre génère un tsunami dans la zone Cascadia, la première vague mettrait seulement 25 minutes pour atteindre les côtes. Des panneaux informent des risques et donnent des consignes précises. Des sirènes sont prêtes à retentir à l'approche du danger. La vie de milliers d'habitants peut être épargnée grâce aux travaux de Brian Atwater et à des documents japonais vieux de 3 siècles. C'est un danger que l'on connaît suffisamment bien pour prendre toutes les précautions nécessaires en amont. Les tuyas géants des alentours de la rivière Coppalis sont morts en 1700. Cette donnée a permis de prouver qu'un séisme dans la zone Cascadia peut générer un tsunami capable de se propager à travers tout le Pacifique. En mettant au jour les traces de plusieurs tsunamis au cours des 5 derniers millénaires, Brian Atwater constate que c'est un phénomène récurrent. Il faut donc s'attendre à un nouveau tremblement de terre. Malheureusement, rien ne permet de savoir quand il surviendra. Rendons-nous maintenant dans l'océan Indien, berceau de l'un des tsunamis les plus dévastateurs enregistrés. Un géologue pense avoir trouvé le moyen de percer le secret des failles de la croûte terrestre. Il pourrait dès lors prédire quand frappera le prochain tsunami. L'archipel des Mentawai, au large de Sumatra, est un paradis au gouffre de l'enfer. Les 4 îles se trouvent exactement au-dessus de la grande faille de Sumatra, au sud du foyer du grand séisme de 2004. C'est l'une des zones de subduction les plus importantes de la planète. Depuis les événements tragiques de 2004, c'est aussi la plus célèbre. Il n'est pas facile de prédire les séismes, mais le professeur Kereisi a déjà établi 2 prévisions le long de la faille de Sumatra qui se sont révélées exactes. Pour savoir quand frappera le prochain tsunami, il faut déterminer quand et où aura lieu un grand tremblement de terre. Le passé est alors riche d'enseignements. Quand on veut étudier des tremblements de terre qui ont lieu à quelques centaines ou milliers d'années d'intervalle, il faut trouver un support géologique qui en garde la trace. Le professeur Sy a découvert des archives naturelles inattendues, les coraux. L'accumulation de leur squelette minéral forme ces récifs coralliens. Chaque nouvelle génération se greffe sur les restes de la précédente. Tant que les coraux restent immergés, ils prolifèrent. Exposés à l'air libre, ils meurent. Les tremblements de terre sont responsables de la mort des coraux qui se retrouvent au-dessus du niveau de l'eau. Nous trouvons des coraux d'âge très différents sur cette plage. Kereisi dispose ici d'archives renfermant un millénaire d'histoire. Mais pour en déchiffrer les secrets, il doit employer la manière forte. Nous avons effectué la coupe d'un micro-atoll. Cette formation présente une particularité remarquable. Elle est en pente descendante sur environ 45 cm. Les coraux au-dessus de cette ligne sont morts à cause du soulèvement de l'île. Avec un niveau d'eau arrivant ici, tout ce qui se trouvait hors de l'eau a dépéri. La forme générale des récifs coralliens témoigne de l'affaissement des îles Mentawai que la faille de Sumatra entraîne vers les profondeurs. Mais les coraux gardent également la trace du soulèvement de l'archipel lors d'un séisme. Entre chaque tremblement de terre, les îles sont à nouveau entraînées vers les profondeurs en un cycle perpétuel.
Les roches ont des propriétés élastiques. Imaginez un tremplin. À mesure que le plongeur avance sur la planche, cette dernière va ployer sous son poids. Elle est flexible. Quand il saute, la planche va suivre son mouvement. Après coup, elle ne reste pas définitivement courbée. Elle ne bascule pas non plus, elle va se soulever en un mouvement élastique. Il en est de même pour les roches. Ainsi, la plaque indienne, qui est plongeante, entraîne la plaque de Sumatra. L'énergie cumulée finit par se relâcher. La plaque de Sumatra se détend comme un plongeoir. En étudiant les coraux de cette plage, Kérissi met en évidence une activité sismique cyclique. Un séisme majeur secoue ces îles tous les 200 ans environ. Les récifs coralliens de Sumatra sont pour la sismologie et la paléosismologie comme le Saint Graal. Ils nous fournissent le registre précis d'un millénaire d'histoire sismique. Un examen minutieux révèle un cycle complexe. Sur une coupe transversale, on peut lire l'histoire plus en détail. C'est une stratigraphie. Chaque strate marque un changement du niveau de l'eau. Nous voyons ici les bandes de croissance annuelle. Il s'est donc passé 10 ans entre ce tremblement de terre et celui-ci. Kérissi détient là une précieuse source d'informations. Non seulement il découvre qu'un séisme majeur suivi d'un tsunami survient tous les 200 ans environ, mais que ces phénomènes sont toujours accompagnés d'un certain nombre de secousses plus faibles. Il y a donc 2 cycles imbriqués. Ces données étayent la thèse d'un supercycle. D'après les marques de croissance des coraux, il est possible de retracer l'historique des tremblements de terre de la région. Nous savons qu'il y a eu une séquence de 1350 à 1370, une autre de 1560 à 1600, et enfin de 1797 à 1833. Ces séquences surviennent tous les 200 ou 230 ans. Ce sont des informations cruciales pour les habitants de Mentawai qui ne possèdent pas d'histoire écrite. Mais ces recherches ne consistent pas seulement à reconstituer le passé, elles ont pour but de déterminer les risques à venir. Kérissi a commencé cette campagne d'études en 1993. Il a très vite deviné qu'un tremblement de terre se préparait. Un nouveau supercycle dévastateur était sur le point de s'ouvrir. En septembre 2007, ses prédictions se révèlent exactes. Un séisme ébranle la région et génère